Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur nos ondes pour cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le 7 février 2022, au micro, Dirk Bogart et Alban Eglinger. Bonjour Dirk. Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, tout d'abord, notre décryptage de la loi du 2 août 2021 qui renforce la prévention en matière de santé au travail. Ensuite, 2 points ont retenu notre attention dans l'actualité sociale. D'une part, la loi du 22 janvier 2022 qui transforme notamment le pass sanitaire en pass vaccinal. D'autre part, l'annonce par la Cour de cassation de plusieurs arrêts rendus en mai prochain sur la question de la conformité des barèmes Macron à des traités internationaux. Voilà, vous avez le programme de cette nouvelle édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte donc sur la loi du 2 août 2021 dont l'ambition est de renforcer la prévention en matière de santé au travail. Les auditeurs seront peut-être étonnés que cette édition des sociales se penche spécifiquement en février 2022 sur une loi adoptée en août 2021. Et pourtant, Dirk, cette loi est d'une brûlante actualité. Oui Alban, le mot est juste. La loi est tout d'abord d'actualité parce que la majeure partie de ses dispositions entreront en vigueur, sauf exception, au 31 mars 2022. Certes, l'application de plusieurs mesures est subordonnée à l'existence de décrets qui n'ont toujours pas été adoptés, mais il ne faut pas oublier que le programme social d'Emmanuel Macron comportait en 2017 3 sujets principaux, le chômage, la retraite et la santé au travail. La réforme des retraites n'ayant pas abouti, une forte pression politique s'exerce pour que les décrets liés à la loi prévention soient prochainement adoptés. Le contexte actuel démontre également que le sujet de la santé au travail est crucial. Les règles sanitaires relatives à la Covid-19, la montée en puissance de la prise en compte des risques psychosociaux, le nombre élevé d'accidents du travail en sont des signes évidents. Enfin, rappelons que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité. La Cour de cassation ne l'analyse plus comme une obligation de résultat, et c'est pourquoi la qualité des efforts de prévention de l'employeur est aujourd'hui décisive pour savoir s'il est en faute ou non à cet égard. L'un des axes principaux de la loi porte sur la réorganisation des services de santé au travail. Avant d'en présenter les caractères essentiels, il peut être utile de rappeler les grands principes relatifs à ces services. Oui Alban, pour bien comprendre les apports de la loi du 2 août 2021, revenons-en à l'obligation fondamentale qui pèse sur les employeurs d'organiser un service de santé au travail qui sera dénommé, une fois la loi entrée en vigueur, service de prévention et de santé au travail. Ce service, qui assure la surveillance médicale des salariés, est soit propre à l'entreprise ou à l'établissement, on parle alors de service autonome, soit le service est organisé en commun avec d'autres entreprises et d'autres établissements, et il s'agit alors de services dits interentreprises, qui sont des organismes à but non lucratif. Lorsque l'effectif physique de l'entreprise ou de l'établissement est inférieur à 500 salariés, l'employeur doit nécessairement adhérer à un service interentreprise. Lorsque cet effectif physique atteint ou dépasse 500 salariés, l'employeur a le choix. Il peut soit mettre en place un service autonome au sein de l'entreprise ou de l'établissement concerné, soit adhérer à un service interentreprise. Cette distinction fondamentale n'est pas remise en cause par la loi du 2 août 2021 qui renforce l'agrément administratif et instaure surtout une certification afin d'améliorer et homogénéiser la qualité du service rendu par les services de santé au travail. Vous avez tout à fait raison Alban. Avec la loi du 2 août 2021, l'agrément nouvelle formule, si l'on peut dire, sera donné pour 5 ans en considération d'exigences posées par un cahier des charges national. Et en cas de manquement, l'administration pourra réduire la durée de l'agrément ou y mettre fin. La loi ajoute à cet agrément une nouvelle procédure de certification qui sera délivrée par un organisme indépendant inscrivant les services dans une démarche qualité. La certification sera en effet accordée après examen de la qualité et de l'effectivité des services rendus aux entreprises, de l'organisation et des procédures au sein du service et de la gestion financière de ce service. La demande de certification précédera l'agrément puisque la loi précise que ce dernier tiendra compte des résultats de la procédure de certification. Tout cela conduira les services de prévention et de santé au travail à offrir un socle de services obligatoire
répondant donc à des objectifs strictement définis. Mais ils pourront également présenter une offre de service complémentaire qui est, elle, facultative. Dans le contexte sanitaire actuel, il faut également évoquer les mesures de la loi qui portent d'une part sur le suivi médical à distance et d'autre part sur le rôle des services de prévention de santé au travail en matière de vaccination. La loi du 2 août 2021 encadre effectivement le suivi médical à distance. Le médecin du travail et sous son autorité, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et les infirmiers du service de santé pourront utiliser les outils de visioconférence pour le suivi individuel des travailleurs. Le recours à ces technologies dépendra néanmoins de l'état de santé physique et mentale du salarié. Le consentement préalable, en outre, est nécessaire et le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur devra être garanti. Le rôle des services en matière de vaccination, quant à lui, illustre un changement important des missions exercées par les services de santé et de prévention au travail. Oui, Alban. Jusqu'à la loi prévention, les services avaient pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Cette mission deviendra, avec l'entrée en vigueur de la loi, leur mission principale. Une autre mission leur sera en effet confiée à compter du 31 mars 2022. Contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. Santé publique d'un côté et santé au travail de l'autre sont décloisonnés. Ainsi, même si le rôle des services de santé a été et reste important dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, les services de prévention et de santé au travail pourront participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage ou des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive. Autre signe de décloisonnement, les services pourront conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail. Abordons maintenant les incidences de la loi nouvelle sur l'entreprise elle-même. De façon générale, la loi renforce les obligations de l'employeur en matière d'évaluation et de prévention des risques. Pour comprendre les changements apportés par la loi, il est utile, Dirk, de rappeler sommairement l'état actuel du droit. Depuis 2001, tous les employeurs ont l'obligation de mettre en place ce document unique sous un format physique ou dématérialisé, dans lequel ils font un inventaire normalement exhaustif et hiérarchisé des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, risques qui peuvent d'ailleurs varier selon les sexes. Les travaux parlementaires relatifs à la loi du 2 août 2021 ont montré que beaucoup d'employeurs identifiaient mal l'intérêt de ce document unique. D'ailleurs, une étude de la DARES, remontant certes à 2016, révélait d'une part que moins de 50% des entreprises avaient élaboré ou actualisé un tel document, et d'autre part que même dans les entreprises qui procédaient à l'évaluation des risques, elle était rarement relayée par la mise en œuvre d'actions concrètes de prévention. Toujours en 2016, seuls 38% des établissements de moins de 10 salariés du secteur privé avaient un document unique actualisé. Dirk, face à cet état des lieux décevant, le législateur a voulu revaloriser le document unique d'évaluation des risques professionnels. Quelles sont les mesures qui vont dans le sens de cette revalorisation ? J'en citerai 3 qui me paraissent les plus importantes. Première mesure, l'évaluation des risques devra prendre en compte les risques professionnels liés à l'organisation du travail, source potentielle de risques qui n'étaient pas visés par la loi jusqu'ici. L'accord national interprofessionnel de décembre 2020 soulignait en effet que l'organisation du travail peut susciter par elle-même certains risques, notamment psychosociaux, en cas de modification des méthodes ou des techniques de travail. Par exemple, le travail en open space pourrait être perçu par certains comme facteur de stress. Deuxième mesure, l'évaluation s'effectuera obligatoirement avec la collaboration de divers acteurs. Ainsi, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent évidemment, apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels. Et le CSE doit en outre être consulté sur le document unique et sur ses mises à jour. Participe également à l'évaluation le ou les salariés désignés comme responsables prévention ou préventeurs et le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. La troisième mesure consiste à renforcer les actions de prévention qui doivent être adoptées à la suite de l'évaluation, tout du moins pour les entreprises comptant au moins 50 salariés. Oui, Alban, les entreprises d'au moins 50 salariés devront, comme aujourd'hui, établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Mais ce programme doit désormais être plus précis à 3 égards. Il doit fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir et pour chaque mesure, définir ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultats et l'estimation de son coût. Il doit ensuite identifier les ressources de l'entreprise qui peuvent être mobilisées
Et il doit enfin inclure un calendrier de mise en œuvre des mesures envisagées. La loi définit également des modalités de conservation et de mise à disposition du document unique. Afin d'assurer la traçabilité collective des expositions au risque, le document unique devra être conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs, ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. Un décret, qui est toujours attendu, définira cette durée d'accès. Elle ne pourra pas être inférieure à 40 ans, les modalités de conservation et de mise à disposition du document, ainsi que la liste des personnes et instances concernées. Le législateur a toutefois déjà prévu que le document unique et ses mises à jour devront être déposés sur un portail numérique qui doit encore être créé. Cette conservation et cette accessibilité sont très importantes, notamment pour la caractérisation de maladies professionnelles qui, on le sait, peuvent se déclarer très longtemps après l'exposition à un risque. Passons, Dirk, maintenant à la création du passeport de prévention qui rassemblera l'ensemble des formations à la santé et à la sécurité dont les salariés bénéficient au cours de leur carrière. Précisons d'emblée que contrairement à la très grande majorité des dispositions de la loi, ce nouvel outil entrera en vigueur à une date fixée par un décret qui n'a pas encore été adopté et au plus tard au 1er octobre 2022. En l'absence de ce décret d'application, on ne sait si le passeport de prévention prendra la forme d'un livret papier ou celle d'un outil dématérialisé. Mais l'on sait déjà ce qu'il contiendra, Dirk. Oui, Alban, car son contenu a déjà été défini par la loi. Il regroupera l'ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par un travailleur en matière de santé et sécurité au travail. La loi précise également les personnes qui pourront l'alimenter. Chaque employeur qui prend l'initiative de dispenser une formation relative à la santé et à la sécurité au travail. Chaque organisme de formation qui dispense effectivement une telle formation. Et enfin, le travailleur lui-même qui peut y ajouter les attestations, certificats et diplômes obtenus sur sa propre initiative, y compris en tant qu'indépendant ou pendant une période de chômage. L'ANI du 10 décembre 2020 précisait que cet outil permettrait, je cite, d'éviter des formations surabondantes et parfois même redondantes. Pour finir, soulignons que le suivi de certains salariés par les services de prévention et de santé au travail a été renforcé. Plus précisément, la loi ambitionne de mieux accompagner certains publics, notamment les salariés vulnérables ou en situation de handicap, et de lutter contre la désinsertion professionnelle. C'est tout à fait vrai, Alban. Cette ambition qui se rattache incontestablement à un objectif de prévention est relayée par plusieurs mesures. 2 d'entre elles méritent une attention particulière. La loi crée tout d'abord une nouvelle visite médicale, dite de mi-carrière. Cette visite est en principe, car une anticipation est parfois possible, organisée à une échéance déterminée par un accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du 45e anniversaire du travailleur. De façon très classique, elle permettra d'apprécier l'adéquation de l'état de santé du travailleur au poste de travail en tenant compte des expositions à des facteurs de risque professionnel auxquels il a été soumis. À mon sens, elle permettra surtout d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle liés à la santé, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur, son âge et son état de santé. Et le travailleur sera aussi sensibilisé aux enjeux du vieillissement au travail en termes de risque professionnel. La loi crée ensuite un rendez-vous de liaison qui concerne uniquement les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Oui, Alban. Un décret devrait prévoir la durée d'absence à partir de laquelle un rendez-vous pourra être sollicité, soit par l'employeur, soit par le salarié, afin de les réunir en association avec le service de prévention et de santé au travail. Cette réunion aura pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle. C'est donc, pour schématiser, un examen de pré-reprise. Le salarié pourra refuser de s'y rendre lorsque c'est l'employeur qui en est à l'initiative et aucune conséquence négative ne pourra être tirée de son refus. On le voit, la loi du 2 août 2021 est très riche. Elle l'est tant d'ailleurs que nous n'avons pas pu, dans cette présentation synthétique, faire état des dispositions intéressantes comme la prise en compte de la qualité des conditions de travail lors de la négociation périodique obligatoire ou l'allongement de la durée de la formation des membres élus du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. KPMG Avocat est évidemment à votre disposition pour vous assister dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, incontestablement techniques mais primordiales. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec le tour d'horizon de l'actualité sociale et commençons par une présentation synthétique des éléments essentiels de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire du 22 janvier 2022. Ce texte transforme notamment le pass sanitaire en un pass vaccinal, mais comporte aussi d'autres dispositions susceptibles d'intéresser nos auditeurs.
Chacun sait que la loi du 22 janvier 2022, accompagnée d'un décret du même jour, a permis d'imposer pour les personnes âgées d'au moins 16 ans la présentation d'un pass vaccinal, là où la présentation d'un pass sanitaire était jusqu'ici obligatoire. Pour les salariés qui étaient soumis au pass sanitaire, il est donc en principe obligatoire, depuis le 24 janvier, de présenter un justificatif d'un schéma vaccinal complet, ce qui inclut éventuellement la dose de rappel. Dirk, vous dites qu'il est en principe obligatoire pour les salariés concernés de justifier d'un schéma vaccinal complet. J'en déduis qu'il existe des exceptions. C'est bien cela, puisque le salarié satisfait aux exigences légales dans les 3 situations suivantes. La présentation d'un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Ensuite, l'existence d'une contre-indication médicale à la vaccination. Enfin, et c'est une création de la loi du 22 janvier 2022, la présentation d'un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal qui vaut justificatif de statut vaccinal. Ce justificatif d'engagement a pour objectif d'inciter les travailleurs et salariés concernés à se faire vacciner. Vous avez tout à fait raison, Alban, puisque le décret du 22 janvier 2022 prévoit que les personnes qui établissent avoir reçu une première dose au cours des 4 semaines précédentes peuvent accéder aux établissements, lieux et services concernés par le pass vaccinal s'ils présentent un justificatif de cette première dose et la preuve d'un test de dépistage négatif réalisé au cours des dernières 24 heures. Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022. D'autres changements apportés par la loi concernent directement les employeurs. Ils portent essentiellement sur le contrôle du pass vaccinal et sur les sanctions applicables en lien avec ce dernier. La loi apporte 2 nouveautés essentielles en termes de contrôle. Tout d'abord, si les personnes autorisées à vérifier la possession d'un pass vaccinal ont, je cite, des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, elles peuvent alors demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents. Ensuite, les agents habilités à constater les infractions liées au pass vaccinal et sanitaire ont désormais le droit d'accéder pendant les horaires d'ouverture au public aux lieux, établissements, services ou établissements concernés. Ces agents pourront donc vérifier notamment que l'exploitant ou le responsable du lieu ou de l'événement s'acquitte effectivement de son obligation de contrôle auprès des salariés ou des indépendants qui interviennent dans leurs locaux. Soulignons, Dirk, que ni la loi ni le décret du 22 janvier 2022 ne modifient les autres règles qui s'appliquaient jusqu'ici au contrôle du pass sanitaire, qu'il s'agisse des modalités de ce contrôle ou des personnes aptes à les effectuer. S'agissant maintenant des sanctions, le législateur s'est montré plus sévère. Effectivement, Alban, 2 éléments concernent particulièrement nos auditeurs. Il faut d'abord insister sur les modifications apportées à la sanction applicable lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un événement ne met justement pas en place les contrôles requis par la loi. Auparavant, ce manquement devait être constaté à plus de 3 reprises au cours d'une période de 45 jours pour pouvoir être puni d'1 an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Une telle faute est aujourd'hui punie dès la première violation de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, ce qui peut aller jusqu'à 1 500 €. En outre, les textes semblent impliquer que si ce manquement est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, voire de certaines peines complémentaires. On ne peut donc qu'inviter les entreprises à être particulièrement rigoureuses en la matière. Et il faut aussi également souligner, Dirk, la mise en place d'une amende administrative pouvant être prononcée si l'employeur ne respecte pas son obligation légale de sécurité et de prévention des risques et soumet, de ce fait, ses salariés à un risque d'exposition à la Covid-19. Le mécanisme est un petit peu complexe, mais on peut l'expliquer de la manière suivante. Si l'inspection du travail constate une situation dangereuse liée à un risque d'exposition à la Covid-19, le DREETS peut mettre en demeure l'employeur de rectifier la situation dans un certain délai. Et dans ce cas particulier, aucun recours hiérarchique n'est possible contre cette mise en demeure. Si l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse persiste à l'expiration du délai fixé par le DREETS, ce dernier pourra infliger une amende administrative à l'employeur en l'absence de poursuite pénale. Son montant maximal est de 500 € par travailleur concerné par le manquement. Néanmoins, le montant total de l'amende ne peut pas être supérieur à 50 000 €, ce qui reste néanmoins une somme très importante. Ajoutons que la loi pose également le principe d'un possible report par l'employeur de certaines visites médicales des salariés, sauf opposition du médecin du travail, et qu'elle permet au gouvernement de prolonger ou de reconduire certaines mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales destinées aux employeurs faisant face à des baisses d'activité,
pour des périodes d'emploi allant jusqu'au 31 juillet 2022. Dirk, finissons ce tour d'horizon de l'actualité sociale avec l'annonce par la Chambre sociale de prochaines audiences portant sur la conformité des barèmes Macron à des textes internationaux. Comme vous le savez, Alban, la question n'est pas entièrement résolue. Il s'agit de savoir si les dispositions du Code du travail qui fixent un plafond pour l'indemnisation du licenciement injustifié sont conformes à des textes internationaux qui lient la France et qui prévoient que le salarié doit, en cas de licenciement dépourvu d'un juste motif, percevoir une indemnité adéquate ou une réparation appropriée. Certes, dans 2 avis rendus en 2019, la Cour de cassation a retenu que ces dispositions étaient compatibles avec ces traités internationaux. Cependant, le contrôle de conventionnalité qui est opéré dans le cadre d'un avis n'est qu'abstrait. La Cour de cassation a donc estimé que, de façon générale, les plafonds d'indemnisation respectaient les textes internationaux. On ne sait pas, en revanche, si un salarié peut invoquer la singularité de sa situation pour soutenir que l'application concrète des barèmes à sa personne, et non les barèmes dans leur généralité, serait inconventionnelle. C'est la différence, Dirk, entre un contrôle de conventionnalité dit abstrait, qui porte sur la règle dans sa généralité, et le contrôle concret, dans lequel ce n'est pas la règle qui est discutée dans son principe, mais son application concrète à une personne. Exactement, Alban. Prenons un exemple concret pour éclairer au mieux nos auditeurs. Un salarié qui compte 10 années complètes d'ancienneté dans une entreprise est injustement licencié. Selon la loi, il peut percevoir au maximum, à ce titre, une indemnité correspondant à 10 mois de salaire brut. Comme je l'ai rappelé, la Cour de cassation a estimé en 2019 que ces plafonds étaient de façon générale et abstraite, conformes au droit international. En revanche, une question demeure. Un salarié qui a plus de 65 ans, avec une santé fragile et une épouse handicapée, peut-il soutenir que si l'indemnité de 10 mois est adéquate pour un salarié lambda, elle ne l'est pas à son égard, car la perte de son emploi lui cause, en raison de sa situation particulière, un préjudice très élevé? C'est la question que tranchera la Chambre sociale dans des arrêts qu'elle annonce pour le mois de mai prochain. Observons que jusqu'ici, certaines cours d'appel, certes peu nombreuses, ont appliqué ce contrôle in concreto. Selon elles, des salariés qui se trouveraient dans des situations particulièrement difficiles ne seraient pas suffisamment indemnisés au regard des textes internationaux si l'on applique les barèmes Macron. Nous saurons prochainement si ces barèmes peuvent réellement assurer une sécurité juridique pour les employeurs, ce qui était leur objectif initial. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet de KPMG Avocats. Cette édition des sociales de KPMG touche à sa fin. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en avril prochain. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.